C'est l'heure du journal présenté ce soir par Marlène Laroche. Bonsoir Marlène. Bonsoir Frédéric, bonsoir à tous. Avant de vous donner la parole, un rappel des titres. Manifestation des étudiants de l'IUT de Nîmes, intoxication du groupe scolaire de Courbessac et le carrefour des métiers scientifiques et technologiques. Marlène, on vous écoute. Une bonne nouvelle pour les supporters de l'OM. La nouvelle vient de tomber. Santos libéré sous caution. Le supporter marseillais incarcéré depuis 69 jours en Espagne et condamné à 3 ans et demi de prison vient d'être libéré par la justice espagnole, moyennant une caution de 6 000 €. Pour rappel, le membre des Ultras avait été accusé de troubles à l'ordre public et lésions lors du match entre l'Atlético Madrid et l'OM qui a eu lieu à Madrid, donc dans le cadre de la Ligue des Champions le 1er octobre dernier. À quelques heures du match contre les Madrilènes, cette libération est une bonne nouvelle pour tous ceux qui craignaient d'éventuels débordements. Coup d'envoi donc du match OM Atlético Madrid à 20h45 au stade Vélodrome de Marseille. Retour dans le Gard, 200 enfants évacués aujourd'hui en début d'après-midi au groupe scolaire de Courbessac suite à une intoxication. Les détails avec Nicolas Pinchino. En début d'après-midi, une vingtaine d'enfants et personnels du groupe scolaire de Courbessac étaient pris de nausées. Immédiatement alerté, le service départemental d'incendie et de secours a pris la décision d'évacuer l'école. Au total, réellement évacués, il y a eu 4 adultes qui ont été évacués par les sapeurs-pompiers et 3 enfants qui ont été évacués par les sapeurs-pompiers. Un enfant a été évacué par son père. Donc au total, il y a eu 8 personnes évacuées sur le CH de Carremo. Par mesure de sécurité, les 4 adultes et 4 enfants évacués sur Carremo sont restés en observation jusque-là. Tout danger étant écarté, ils pourraient regagner leur domicile dans la soirée. L'origine de l'intoxication à 17h n'était toujours pas détectée. Ce matin, on a eu des émanations toxiques nauséabondes, on va dire, dans les toilettes de l'école maternelle. Donc on a prévenu les services d'hygiène et de la mairie. Et pendant le temps de cantine entre midi et 1h, certains enfants et adultes ont commencé à être malades, à présenter des maux de tête, des vertiges. On a fait différentes mesures de détection, à la fois gazeuses et des prélèvements gazeux. Et nous avons fait également des prélèvements aquatiques pour déterminer la cause. À ce moment où je vous parle, effectivement, nous n'avons pas trouvé l'origine de ces malaises. C'est la cellule risque chimique du centre d'Alès qui devait prendre le relais afin d'identifier l'origine de cette intoxication. Et aucune décision n'a été prise quant à la réouverture jeudi de l'école de Courbessac. Une enquête est en cours pour déterminer les causes de cette intoxication. Manifestation des étudiants de l'IUT de Nîmes, comme de nombreux IUT en France. Ils protestent contre la loi LRU relative aux libertés et responsabilités des universités. Votée en août 2007, cette loi a instauré un nouveau système de répartition des moyens financiers. Elle devrait être appliquée début 2009. Une marche de protestation a été organisée par les étudiants nîmois au départ de l'IUT via la Maison Carrée puis les arènes pour se terminer à la préfecture. Les explications de Nicolas Pinchino. Après l'annonce faite ce lundi par Valérie Pécresse pour rassurer les élèves en IUT concernant la loi sur l'autonomie des universités, les élèves étaient de nouveau dans la rue aujourd'hui. Et malgré le temps pluvieux à Nîmes, ils étaient plus d'une centaine mobilisés. Non, aucun changement. C'est simple, nous hier on s'est mobilisés à Montpellier, avec Montpellier, Nîmes, et on est allé voir le rectorat. Et le rectorat nous a tout simplement dit « faites confiance ». C'est tout ce qu'il nous a dit. Nous, c'est pas acceptable, on désire une preuve écrite d'un fléchage de nos moyens. Donc c'est pas acceptable, on continue le mouvement. Pour rappeler les faits, la loi sur l'autonomie des universités laissera à chaque président d'université le libre choix d'attribuer les budgets. Or les IUT qui bénéficiaient jusque-là de budgets plus importants ont peur de voir ces derniers diminuer. On a une formation qui est quand même très réputée dans les entreprises et ça on l'a grâce à des moyens conséquents parce qu'on a des cours qui visent à professionnaliser. Donc on a des TP sur des machines, sur des ordinateurs, on a beaucoup de moyens à notre disposition comparé par exemple aux facultés qui ont des cours en amphi. C'est pas du tout les mêmes moyens. Bon, je demande pas à ce qu'on mette moins de moyens pour les facultés, mais on veut garantir notre budget à nous. Les annonces de la ministre de l'Enseignement et de la Recherche quant à la constitution d'un comité de suivi et de contrôle n'a pas convaincu les étudiants des instituts universitaires de technologie. Elle assure que pour 1 € investi pour un étudiant en faculté, 2,8 € seront investis pour un étudiant en IUT. Ces derniers attendent donc une preuve écrite pour relâcher le mouvement.
La région rappelle de son côté la place des IUT comme élément majeur de la formation continue et de l'apprentissage. Avec l'extension, la réhabilitation et la construction des IUT de Sète, Narbonne et Carcassonne, la région pose des actes clairs en faveur des IUT. Elle attend de l'État qu'il prenne ses responsabilités en donnant des garanties fortes sur les moyens affectés. Premier carrefour des métiers scientifiques et technologiques aujourd'hui au musée d'histoire naturelle. L'occasion pour les élèves de différents lycées de rencontrer les acteurs de la vie active afin d'en savoir plus sur les débouchés et savoir si leur choix est bon. Un reportage d'Alain Bonnet. Il y avait une affluence particulière aujourd'hui au musée d'histoire naturelle de Nîmes. En effet, plusieurs lycées rencontraient les acteurs de la vie active lors du premier carrefour des métiers scientifiques et technologiques, une initiative originale. Alors nous, notre but, c'est de leur montrer la diversité des métiers scientifiques qui peut exister en termes de sciences et pouvoir leur ouvrir des possibilités, des champs d'études. Et c'est pour ça qu'il y a des différentes filières qui sont représentées, du public et du privé, et leur donner une possibilité de s'engager dans des filières scientifiques. L'originalité également, c'est que ce sont que des femmes qui témoignent aujourd'hui, puisque ça rentre dans le cadre de politiques ministérielles qui veulent inciter les filles comme les garçons à aller vers des métiers scientifiques un peu trop délaissés malheureusement, y compris pour ceux qui font des voies scientifiques au niveau du bac, et de plus inciter encore davantage les filles qui, alors qu'elles sont 53% des bacheliers aujourd'hui, ne sont que 46% en terminale S. Et encore moins si on prend les autres filières scientifiques comme ES, STI, STL. Des représentants de différentes entreprises présentes comme IBM, Société Areva ou le CNRS pour ne citer qu'elles, témoignent non seulement de leur parcours, mais de leur travail en général. Les premières questions des étudiants, ça va surtout s'orienter autour des cursus de formation qu'on va avoir fait, que ce soit au niveau déjà du bac, que si on a fait des bacs S, des bacs plus techniques, puis après tout ce qu'on a pu faire comme carrière ultérieure, que ce soit des BTS, des DUT, des écoles d'ingénieurs ou des écoles de commerce. Quant aux professeurs, l'important de cette journée, c'est de permettre d'approfondir les désirs réels des élèves et leur motivation quant au choix de leur métier d'avenir. Nous attendons de motiver un petit peu nos élèves, de leur donner le goût des études scientifiques pour ceux qui ne sont pas encore engagés, notamment les secondes. Pour nos premières, on essaie d'affirmer un petit peu ce goût pour les sciences et de leur ouvrir des horizons différents. Les élèves ont trouvé dans ce premier carrefour l'occasion de rencontrer la gente féminine qui n'est pas majoritaire dans les métiers scientifiques, mais qui sont passionnées et très performantes, ce que recherchent les entreprises qui les emploient. Ça présente plusieurs métiers scientifiques qui normalement sont à dominante masculine et là c'est présenté par des femmes, alors ça peut donner envie quand on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, ça peut donner des idées. Un premier bilan sera tiré de cette initiative qui, comme le pensent les organisateurs, en amènera d'autres. Vous saviez, vous, Frédéric, ce que vous vouliez faire déjà très jeune ? Très jeune, je voulais faire architecte et ensuite océanographe. Mais j'étais tellement bon en maths, j'ai eu 2 au bac, j'ai pas honte de le dire, que j'ai préféré m'arrêter. Vous êtes présentateur télé, c'est pas mal, non ? Oui, c'est très bien aussi. Allez, on part maintenant dans les ateliers du pôle promotion santé, élaborer des menus festifs mais diététiques, tel était le but de ces journées de mise en pratique. Et c'est Alain Bellon qui nous met l'eau à la bouche. Manger et bouger pour rester en forme était le thème des ateliers débutés en septembre par le pôle promotion santé de Nîmes. Là, on est dans le concret, on fabrique des recettes, des menus équilibrés. Et c'est beaucoup plus ludique que d'écouter des infos. Voilà. Donc en fait, c'est la mise en pratique de tous les ateliers diététiques qu'on a réalisés en 2007. À raison d'un atelier cuisine pour 6 personnes une fois par mois. Et aujourd'hui, c'est le dernier repas. Donc aujourd'hui, les personnes qui sont en cuisine et qui ont participé à ce projet ont fabriqué un menu de fête, en fait, parce qu'on peut bien manger tout en respectant l'équilibre alimentaire et préserver sa santé. Les participants à cet atelier étaient les habitants du quartier Gambetta-Richelieu, du centre social Émile Jourdan ou association de quartier. Chaque fois qu'on a réalisé un atelier cuisine, en fait, on a passé un petit moment dans lequel je présentais divers ingrédients et j'essayais de les faire réfléchir sur comment trouver des idées de recettes, déjà de travailler sur leurs hypothèses et ensuite, moi, je leur proposais de travailler directement sur des repas un peu plus équilibrés à la fin. C'était toujours de partir de leurs idées pour les amener vers l'équilibre alimentaire et surtout de leur faire comprendre que quand on ouvre le frigo,
Il y a plein d'idées qui s'offrent à nous. Surtout, il faut penser à les mettre en application. On essaye de le structurer entre une entrée, un plat principal, le laitage et le fruit en dessert. Donc, ce n'est pas forcément que des fruits et légumes en avant, parce que ce n'est pas que ça l'équilibre alimentaire. Ça passe par une diversité alimentaire et tous les groupes d'aliments doivent être représentés. C'est quoi le menu aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, j'ai pris à thème que des grands chefs de cuisine. J'ai fait une première recette qui est une cassolette de fruits de mer aux petits légumes. Ensuite, on a réalisé du lapin à la bière ambrée. Ensuite, on fait une salade verte avec des toasts de pélardon. Et on finira par un double carpaccio d'orange et kiwi. Ce repas est d'une valeur approximative de 2,50 € à 3 €. L'atelier était diététique, mais aussi activité physique. Alors on ne se quitte pas sans vous donner un petit conseil. Il y a un projet qui s'appelle le 0530, donc il s'agit de 0 cigarettes, 5 fruits et légumes et 30 minutes d'activité physique. C'est un conseil que nous donnons aux participants du projet. Voilà, et qui dit bon repas dit aussi bonne boisson, donc un bon petit vin à consommer bien sûr avec modération. Ce week-end, la brasserie L'Annexe accueillait le salon Vino Nimé, un salon de dégustation de vin destiné au grand public. Et pour sa première édition, il a connu un vif succès, un compte-rendu d'Olivier Michel. Ce sont 40 producteurs gardois, mais aussi héroltais, vauclusiens, alsaciens, voire champenois, qui ont participé au salon Vino Nimé. Premier du genre, ce salon, créé par 2 cavistes nîmois, est basé sur un principe simple, celui de goûter avant d'acheter. C'est très important de pouvoir goûter avant d'acheter, mais même c'est aussi de pouvoir, ceux qui n'ont pas les moyens pour certaines cuvées, de pouvoir goûter des vins et un jour programmer cet achat. C'est-à-dire, ça vaut tant, mais je l'ai goûté, je sais ce que ça vaut, et je vais pouvoir, dans 6 mois, le commander. Ajoutez à cela le principe de rencontre avec le producteur, et vous obtiendrez une satisfaction totale de la part du consommateur. C'est très bien parce que ça permet de découvrir les vins de la région sur une ville comme Nîmes où ce genre d'événement manque un petit peu quand même, je trouve. Ça permet de goûter sans se déplacer, c'est bien. Et ça permet de mieux découvrir les producteurs locaux. La rencontre avec les producteurs est très intéressante. Ça nous permet de découvrir leur vin, de rentrer dans les secrets du vin. C'est tout à fait ce qu'on recherche, effectivement, pouvoir goûter les produits et puis ensuite donc les acheter quand ils nous conviennent. Preuve de la réussite de la manifestation et de l'attente du public, ils ont été 1500 à franchir les portes du salon, un salon qui l'an prochain se déroulera sur 3 jours. Un retour maintenant sur l'événement qui a marqué ce week-end, c'est bien sûr le Téléthon. Je vous rappelle que le numéro 3637 est encore valable pour les dons. Un petit retour, comme je le disais, sur le Téléthon avec la commune de Garon. Oui, ce samedi 6 décembre, Frédéric, et comme chaque année, le village de Garon s'est investi pour le Téléthon. Bon nombre d'associations ont répondu à l'appel de cette journée de solidarité avec l'ensemble de l'agglomération, et ce, pour la bonne cause. Alain Bonnet en a profité pour glisser sa caméra lors de moments forts. Comme chaque année, le village de Garon a participé de façon active au Téléthon 2008. C'est parti depuis la Pégoulade, si vous voulez, et aujourd'hui, ça continue. Et moi, je suis un garçon heureux, un homme heureux et un maire heureux dans les embêtements d'un maire. Mais quand vous voyez que le village participe, pour moi, c'est le plus beau des cadeaux qu'il peut y avoir. Qu'on possède un chien ou pas, on pouvait participer à des démonstrations de dressage. Un spectacle garanti qui a déjà fait ses preuves par le passé. On ne récolte pas d'argent, mais on fait une animation. Toutes les personnes qui sont là, qui ont participé aux épreuves, on fait un don. On a ramassé tout ça et puis on va faire un petit peu le point à la fin de la journée pour savoir combien on a rapporté pour le Téléthon. Un fracas étourdissant annonça l'arrivée de quelques 35 motos Goldwind et d'une trentaine de voitures anciennes, plus belles les unes que les autres. Tous les gens qui sont venus avec leur voiture et leur moto ont acheté une plaque qui nous a été vendue 2 € par Tom Prince à Paris-Niargues et qu'on a revendu 5 €. Une dizaine de boulangers de Nîmes nous a offert le pain. Emery Gérard au marché gare nous a offert 3 cagettes de pommes. Promo Cash nous a fait à 50% les produits charcuterie et fromage. Et puis voilà, on a fait un repas à 6 €. Quant aux enfants, ils ont écrit quelques mots et dessiné sur des papiers des messages d'espoir que des ballons aux couleurs du Téléthon emportèrent dans les cieux. Les enfants viennent autour de la table et remplissent, on leur donne une petite carte où dessus ils peuvent écrire un message d'espoir ou alors faire un petit dessin
Et ensuite, on accroche leur carte au bout de la ficelle du ballon. Et quand tous les ballons auront une carte, eh bien, on les fera s'envoler dans le ciel. Il semblerait que le loto ait rapporté gros, à en croire la vente des cartons. Il faut dire que les lots étaient à la hauteur de l'événement. Nous proposons les cartons pour participer à un loto géant. Il y a de très beaux lots offerts par les commerçants et les associations de Garon. L'animation générale, quant à elle, était assurée par Jean-Michel Miralles et son bras droit Orlan pour que la fête soit encore plus belle. Il faut vraiment que tout le monde aide, tout le monde participe. Donc d'où l'intérêt de venir aujourd'hui pour le Téléthon. Une délicieuse chorba, sorte de couscous oriental, fut concoctée et servie par l'association des Français musulmans. Et comme tout finit par des chansons, laissons-nous bercer par quelques belles mélodies. Après Garon, Arles avec 100 représentations gratuites du spectacle intitulé Drôle de Noël, des festivités sous forme de spectacle de rue qui se dérouleront quelques jours avant la belle nuit de Noël. Une visite guidée de Nicolas Pinchino. Les Drôles de Noël sont de retour pour leur 5e édition du 20 au 24 décembre sur Arles. 5 jours très animés avec plus de 100 représentations gratuites et la mise en lumière du cœur de ville. Il y a des marchés de Noël un peu partout en France. C'est vrai qu'à Arles, on en avait un aussi qui ne convenait pas forcément. Donc on s'est dit que c'était peut-être par le moyen, par les arts de la rue, qu'on pouvait développer une action un peu différente, un peu décalée. 15 compagnies vont animer la ville pendant les 5 jours avec une possibilité d'accueil de 4500 personnes par jour. C'est des petits spectacles très courts, mais qui reviennent 3, 4 ou 5 fois dans l'après-midi, avec des jauges limitées entre 20 et 80 personnes, et ça tourne tout l'après-midi. En fait, le public peut aller d'un endroit à l'autre, se déplacer dans les rues de la ville, sur les différentes places et voir les différents spectacles et animations. Tous les spectacles proposés sont gratuits. Il est cependant conseillé de se présenter un peu en avance à chacune des représentations. À noter les 2 grands rendez-vous, ouverture et clôture. Samedi 20 à 19h sur la place de la mairie, une troupe hispano-argentine proposera une animation aérienne et le 24 décembre, c'est le Père Noël qui assurera le spectacle. Le Père Noël choisit une ville dans le monde chaque année. Pour lancer son départ de la tournée mondiale, cette année, il a choisi Arles. Et en fait, le Père Noël va arriver des airs sur la place de la République, récupérer sa hotte de jouets. Et voilà, il y a ses lutins qui vont être au sol, qui vont lui préparer la piste d'atterrissage. Et après, il va partir pour faire sa tournée mondiale. Toutes les informations sont sur internet www.drôle-2-noël.fr ou par téléphone à l'Office de tourisme au 04 90 18 41 20. Allez, c'est le moment d'ouvrir notre page sportive, Marlène. Oui, avec du handball et l'équipe première du HBCN qui joue 3 matchs amicaux cette semaine contre Toulon mercredi 10 décembre, donc ce soir à 20h au Parnasse. HBCN contre Fleury demain soir, qu'est-ce que je dis, on est mardi, donc c'est demain mercredi 10 décembre à 20h au Parnasse. Vendredi le 12 à 19h15 à Pablo Neruda et contre Fleury toujours le 13 à 14h30, ce sera à Marguerite. Et sur le site du HBCN, vous avez pu voir la première page du calendrier des jeunes filles de l'équipe première. Ce nouveau calendrier est en pré-vente auprès de vous au tarif de 15 €. Les filles du HBCN, comme vous les voyez rarement derrière ces premières pages. Seulement 500 exemplaires sont disponibles, alors commandez vite ces calendriers. Ils sont magnifiques, n'est-ce pas Frédéric? Oui, très très jolis. Vous allez vite aller tapoter sur le site et commander ces calendriers. Oh, vous me connaissez bien. Allez, nous connaissons les invités et les coprésidents du salon du Festival de la biographie qui se déroulera, si j'ai bonne mémoire, fin janvier. C'est ça Frédéric, la prochaine édition donc, du Festival de la biographie se déroulera les 30-31 janvier, 1er février précisément, sur le thème « Penser le futur, ainsi va l'humanité » avec plus d'une centaine d'auteurs présents et la complicité de Bernard Werber et Boris Cyrulnik en coprésident. Bernard Werber qui est l'auteur des Fourmis, Paradis sur mesure ou encore la trilogie des dieux. Il a vendu plus de 15 millions d'exemplaires dans le monde et c'est l'un des auteurs contemporains les plus lus. Quant à Boris Cyrulnik, il vient de se voir décerner le prix Renaudot Essai pour son dernier ouvrage, Autobiographie d'un épouvantail. Il est sans doute le plus célèbre des pionniers de l'éthologie française. Il est neuropsychiatre, psychanalyste. Et voilà, il s'attache depuis 50 ans à parcourir le monde. Voilà, donc ces 2 auteurs seront présents au Festival de la biographie. On aura sûrement l'occasion de vous en reparler en janvier. Oh oui.
Aucun souci là-dessus. Je suis même sûr et certain qu'il y aura des émissions spéciales. On termine avec une avant-première, Frédéric, l'avant-première Prestige à 20h du documentaire Les Ailes Pourpres, une production du nouveau label Disney Nature, des studios Walt Disney, des paysages magnifiques pour l'histoire vraie et touchante de Flamand Rose, emblème de notre belle Camargue, à voir au Kinépolis de Nîmes à 20h, dépêchez-vous, en présence de l'équipe du film, enfin d'une partie de l'équipe du film. On n'a pas d'extrait ? Non, malheureusement, je n'ai pas encore la bande-annonce. Oh, c'est dommage. Pas de chance. Il ne vous reste plus qu'à aller voir le film. Merci beaucoup, Marlène, pour Merci toutes Frédéric, ces informations. bonsoir à tous. Dans quelques secondes, le carrousel suivi de Croco Hebdo à 21h et du match Nîmes-Châteauroux aux alentours des 22h. Merci de votre fidélité. On vous dit à très bientôt sur Télé Miroir. Au revoir.